C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la lutte contre le paludisme, comme chaque année pour la journée mondiale consacrée à la lutte contre ce parasite transmis par les moustiques. Nous faisons un point, nous irons au Kenya et au Gabon. Vous verrez que le nouveau vaccin mis en place par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni suscite beaucoup d'espoir. Le cessez-le-feu respecté au Soudan, il a été négocié entre les généraux rivaux sous l'égide des États-Unis. Il a permis à des milliers de personnes qui vivent sous les bombes de souffler et de se réapprovisionner. Dans le même temps, ils sont des centaines de milliers à fuir les combats et à se réfugier au Tchad voisin. Les détails dans ce journal. Et puis ce soir, nous recevons Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, sénateur et également candidat à la présidentielle de 2024. Nous l'interrogerons entre autres sur sa candidature et sur la situation dans l'est du pays. Interview à suivre dans ce journal. On vous parle aujourd'hui de la journée mondiale contre le paludisme, l'occasion pour nous de vous emmener au Kenya. Dans le pays, 3,5 millions de personnes contractent la maladie chaque année, près de 11 000 en meurent. Mais au Kenya, le taux de prévalence est en constante diminution grâce à l'utilisation depuis 2019 d'un vaccin antipaludique. L'annonce par l'OMS d'un nouveau vaccin bientôt accessible à tous suscite beaucoup d'espoir. Reportage de notre correspondante Élodie Cousin. Dans cette clinique de Kisumu, les médecins enchaînent les consultations pour traiter des patients atteints du paludisme. Au Kenya, 3,5 millions de personnes contractent chaque année la maladie. Le paludisme est devenu un gros problème dans notre famille. Moi, par exemple, j'ai été testée positive et j'ai été malade toute la semaine dernière. Je prie pour que les chercheurs trouvent une solution, car nous perdons beaucoup d'enfants. Entre 2019 et 2021, le Kenya a testé un vaccin antipaludique. Plus d'1 million de doses ont été administrées aux enfants de moins de 5 ans dans les régions endémiques, à l'ouest du pays. L'enfant doit continuer à dormir sous une moustiquaire traitée. Être vacciné ne signifie pas que l'enfant ne peut pas contracter le paludisme, il en réduit juste les risques. Les dernières études montrent que la prévalence dans la région a fortement diminué, passant de 27 à 19% entre 2015 et 2020. Face à ce succès, le ministre de la Santé a annoncé en mars étendre la couverture du vaccin. Il y a un changement indéniable depuis que nous avons commencé à donner le RTS.S aux enfants de moins de 6 mois. Les hospitalisations sont réduites et la mortalité des enfants de moins de 5 ans a également diminué. Au moins 28 pays d'Afrique prévoient de le déployer dans le futur. Toujours en phase d'étude, un deuxième vaccin pourrait aussi être approuvé prochainement par l'Organisation mondiale de la santé. Tout le monde se réjouit de disposer d'un outil supplémentaire pour lutter contre le paludisme. L'OMS travaille en étroite collaboration avec les concepteurs de ce vaccin pour recueillir des données essentielles. Les études préliminaires montrent que le vaccin R21 est efficace à 75%. Les résultats des tests conduits au Kenya n'ont pas encore été publiés. Le Ghana vient d'autoriser son utilisation pour les enfants de 5 à 36 mois. Et justement, le Ghana est devenu le premier pays à tester un nouveau vaccin contre le paludisme. Il s'agit du R21 Matrix M, mis au point et validé par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Un espoir pour le continent qui concentre 95% des cas de décès liés au paludisme dans le monde. La correspondance dans la région de Sadia Mandjou. Depuis le 13 avril, tous les enfants de 5 à 36 mois peuvent se faire vacciner sur tout le territoire ghanéen. Une tranche d'âge prioritaire puisque les moins de 5 ans représentent 80% des décès liés au paludisme sur le continent africain, selon les chiffres de l'OMS datant de 2021. Il aura donc fallu attendre 30 ans pour qu'un vaccin contre le paludisme soit jugé efficace sur le continent. Le R21 n'est pas le premier vaccin contre le paludisme à être testé à cette échelle. Il y a eu le RTS.S, mais c'est le premier à avoir une efficacité aussi élevée. On parle de 77% d'efficacité, soit 2% de plus que le seuil fixé par l'OMS. Une avancée majeure pour la responsable du bureau de l'OMS Afrique en charge des maladies tropicales. Elle rappelle que pour l'instant, il est trop tôt pour que l'Organisation mondiale de la santé puisse affirmer si ce vaccin est entièrement fiable. Nous accueillons favorablement le fait qu'il y a un deuxième vaccin, mais on n'a pas encore complété la procédure d'approbation.
Si les résultats sont concluants, on va approuver le vaccin. Le Ghana fait partie des 15 pays les plus touchés par le paludisme, avec le Nigeria, la République démocratique du Congo ou encore le Cameroun. Les autorités ghanéennes se donnent jusqu'à 2028 pour éradiquer le paludisme de leur territoire. Et au Gabon, les autorités ont lancé un plan de lutte contre le parasite, le but étant d'atteindre l'objectif de l'OMS, zéro paludisme à l'horizon 2030. Mais vous allez voir que le manque de financement rend cet objectif difficile à atteindre. Reportage de Marcel Amoko et Ismaël Nzéobiang. Derrière la prison, un quartier populaire de Libreville, considéré comme un des principaux foyers de transmission du paludisme. C'est ici que cette association de bénévoles démarre une campagne de nettoyage de la capitale gabonaise. Une campagne de nettoyage qui, selon Desmond Ngozo, permet d'attaquer le mal à la racine. Nous invitons les populations à s'accaparer de ce que nous faisons aujourd'hui, à le faire quotidiennement. Parce que si on ne le fait pas, nos mamans, nos enfants seront exposés au paludisme. Combattre le paludisme, un défi pour le professeur Aktegbo qui coordonne un service en alerte quotidienne au centre hospitalier universitaire Mère-Enfant de Libreville. Un centre pilote de dépistage gratuit et de prise en charge des enfants de 0 à 5 ans victimes de paludisme. Le paludisme est le premier motif de consultation des enfants. Il représente à peu près 12% de tous les enfants qui rentrent. Le paludisme est une maladie potentiellement grave pour l'enfant. Des enfants qui, après un test rapide, sont placés sous traitement avec des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Un protocole codifié par le Programme national de lutte contre le paludisme. Ce programme est engagé dans une course contre la montre pour atteindre les objectifs zéro palu à l'horizon 2030 fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Un pari quasi impossible sans financement conséquent pour Hugues Ngomo du Programme national de lutte contre le paludisme, malgré la cagnotte de 4 milliards de francs CFA du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme, dont bénéficie de nouveau le Gabon après une suspension de 15 ans. Le paludisme, vraiment, et dans notre pays encore, c'est le cas, le premier poste de dépenses hospitalier. Donc il en va de soi qu'il va falloir pouvoir mobiliser des ressources importantes pour pouvoir mettre en branle cette stratégie si on veut atteindre les objectifs de 2030. Selon le Programme national de lutte contre le paludisme, l'incidence de la maladie au Gabon est passée de 110 cas à 62 cas pour 1000 habitants. Des signes encourageants qui restent néanmoins limités par un manque de financement. Après 10 jours d'intenses combats, les Soudanais ont pu souffler. Un cessez-le-feu négocié sous l'égide des États-Unis et entré en vigueur hier à minuit a été globalement respecté ce mardi. Le bras de fer entre les deux généraux rivaux a fait des centaines de morts et poussé des milliers de civils à fuir le pays, notamment chez leurs voisins. 270 000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad. Ils ont dû se débrouiller seuls pour se fabriquer des abris de fortune. Dans cette localité tchadienne à la frontière avec le Soudan, les réfugiés affluent depuis le début du conflit le 15 avril dernier. Ce groupe dit avoir fait plus de 1000 km depuis leur ville au sud du Soudan, mais ici, rien n'a été prévu pour eux. On n'a ni eau, ni nourriture, ni matelas pour dormir. Certains sont malades et ont besoin de soins. On est fatigués et affamés. Impossible de retourner au Soudan, c'est trop dangereux. Ils nous ont tout pris, nous ont tiré dessus et ont brûlé les maisons. Une situation déplorée par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. La question d'eau c'est plus qu'urgent. On doit faire quelque chose parce que des pertes de maladies hydriques et des dysenteries, des diarrhées et consorts. N'Djamena n'a pas communiqué de chiffres, mais l'ONU a déjà une estimation du nombre de réfugiés soudanais. En 10 jours, il y a déjà 20 000 personnes qui ont trouvé refuge sur le territoire tchadien. Ce sont majoritairement des femmes, des enfants qui s'installent où ils peuvent. En fait, ils ont franchi vraiment la frontière, ils sont encore tout proches de la frontière. Un effort important pour le Tchad, où plus de 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. De quoi pousser les autorités à demander une aide financière à la communauté internationale pour gérer cet afflux. Les réfugiés viennent principalement de la région voisine du Darfour, la plus pauvre du Soudan, où se concentrent les principaux combats hors de la capitale Khartoum. Le Darfour se trouve tout le long de la frontière avec le Tchad, longue de près de 1000 km. Officiellement, elle est fermée côté tchadien depuis le 15 avril dernier, mais dans les faits, en plein désert, elle n'est pas partout surveillée.
Selon l'ONU, 270 000 personnes pourraient encore fuir au Tchad et au Soudan du Sud si les combats continuent. Voilà pour ce sujet signé Kevin Battista. Comme chaque année, au mois d'avril, la capitale guinéenne organise les 72 heures du livre, un rendez-vous qui réunit les écrivains du pays et du continent, des éditeurs et également des lecteurs. L'occasion de mettre le livre à l'honneur dans ce pays où plus de la moitié de la population est analphabète. Mais vous verrez que les bibliothèques sont également rares et les ouvrages inaccessibles. Reportage à Conakry de Sarah Sako et Malik Diakité. C'est l'une des rares bibliothèques du pays. Les ouvrages mis à disposition par l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry sont essentiellement scientifiques et vieillissants, de l'aveu même du directeur. Nous sommes dans la section médecine, l'urologie, la pédiatrie. Nous avons beaucoup de documents en médecine par rapport aux autres disciplines. Et pour équilibrer les rayons, il faut vraiment que l'État nous vienne en secours, les institutions et les bailleurs de fonds. En attendant, les usagers doivent se contenter des titres disponibles, faute de mieux. Et l'âge Sidiki Kaba est en licence de physique. Moi, je fais la physique, donc on a besoin des documents portant sur l'électronique, mais on ne les trouve pas. On a des difficultés là-bas. Et également aussi une bibliothèque numérique aussi qui manque. Des librairies privées proposent des livres essentiellement importés et inaccessibles au plus grand nombre. Pour sauver le goût de lire en Guinée, un club littéraire invite 2 fois par mois les amoureux des mots et les curieux à des séances de lecture. L'association acquiert des titres qu'elle met gratuitement à la disposition de ses membres. En échange, les lecteurs en font une restitution publique pour susciter d'autres vocations. Les livres coûtent très cher. Par exemple, nous qui sommes en milieu défavorisé, nous n'avons pas accès aux livres. Donc c'est pour cela d'ailleurs nous avons créé ce club pour que nous puissions aider nos frères et sœurs qui n'ont pas accès à ce bijou pour qu'ils puissent aussi s'imprégner du contenu. Et plus ils lisent, plus ils ont la capacité de se libérer et de s'émanciper. L'Association nationale des écrivains, de son côté, appelle les autorités à investir d'urgence dans le secteur sinistré du livre en Guinée. Et ce soir, nous recevons Matata Ponyo, sénateur, ancien Premier ministre congolais entre 2012 et 2016, détenteur du record de longévité à ce poste et surtout candidat à la présidentielle de 2024. Bonsoir, monsieur Matata Ponyo. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Alors, on va parler évidemment de votre candidature à la présidentielle. On parle de plus en plus d'une candidature commune de l'opposition. Y êtes-vous favorable ? Bon, écoutez, la question n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, mais cela n'empêche qu'on puisse l'examiner dans le timing nécessaire. Pour le moment, nous avons été ensemble à Lubumbashi, et moi-même, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Délice Sanga. Il était plutôt question de pouvoir, disons, mettre en œuvre un système de communication conjoint de tout ce qui sont considérés comme des leaders candidats présidents pour les élections prochaines, et pour mettre un système de communication favorable à faire face à la machine antidémocratique qui se met en place, en fait, pour pouvoir barrer la route aux autres candidats à l'élection présidentielle. Alors, est-ce que ça ne serait pas difficile entre vous, M. Katumbi, M. Fayulu, de trouver un terrain d'entente justement pour présenter un candidat? Vous êtes ancien Premier ministre, Martin Fayulu est candidat malheureux à la présidentielle, puis il y a aussi Moïse Katumbi qui a aussi sa réputation, son charisme. Est-ce que ça ne risque pas de bloquer? Écoutez, vous n'êtes pas la première personne à poser cette question, et la réponse que nous donnons à ce type de questions, c'est dire que le résultat est toujours un processus. Je pense que pour le moment, la première étape la plus importante, c'était d'abord d'unir le voix de l'ensemble de ces candidats pour pouvoir, disons, faire face à cette machine d'élimination des différents candidats et qui se met en place, parce que, bon, pour qu'il y ait une candidature unique, il faut d'abord qu'il y ait des candidats. Mais si la machine au pouvoir est en train de planifier l'élimination de tous les candidats, écoutez, il risque d'y avoir même pas des candidats à se mettre en place pour choisir un candidat unique. Et donc je pense que l'étape la plus importante aujourd'hui, c'était cette union des voix pour faire face à cette machine anti-candidat.
Alors, est-ce que votre candidature ne risque pas d'être ternie par les affaires judiciaires qui vous ont suivi? Écoutez, madame, ça fait 2 ans, effectivement, que M. Matata est traduit en justice. Mais comme vous le savez, il ne s'agit pas en réalité des affaires judiciaires. Il s'agit plutôt des affaires politiques. Parce que quand j'ai été traduit en justice, j'étais à l'extérieur du pays. Et compte tenu du fait que je ne me reproche rien, je suis plutôt rentré dans mon pays pour faire face à la justice. Mais comble est de constater que le plus haute juridiction que nous avons dans le pays, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, ces 2 plus hautes institutions d'ordre judiciaire sont instrumentalisées. Et la Constitution est violée. Les lois qui régissent les fonctionnements de la Cour constitutionnelle, les lois qui régissent les fonctionnements de la Cour de cassation sont violées. Plus de 39 fois, les lois sont violées. Et donc, on voit très bien qu'il ne s'agit pas d'une poursuite judiciaire. Alors, vous parlez d'un procès politique, mais vous êtes quand même soupçonné de détournement de deniers publics. Oui. Et vous n'avez pas été innocenté. Il y a eu vice de procédure. Enfin, il y a eu les 2 cours qui ont jugé votre affaire se sont déclarées incompétentes. Donc, est-ce que le fait que vous n'ayez pas été innocenté ne risque pas de vous poursuivre dans votre candidature et de vous empêcher d'aller plus loin? Écoutez, madame, les droits, ce n'est pas le théâtre. Les droits a ses règles. Et on vous dit, dans le droit, il y a la procédure juridique, il y a la forme et il y a le fond. Pour pouvoir poursuivre quelqu'un, il faut que la forme soit respectée. La forme conditionne le fond. Parce que si on dit « nul ne peut être jugé que par la loi », vous comprenez? Et la loi, elle est écrite. Ce n'est pas M. Matata qui avait élaboré la Constitution, je n'étais pas là. Mais la Constitution stipule les conditions dans lesquelles quelqu'un peut être poursuivi. Comment peut-on violer la loi et la Constitution plus de 39 fois? Je vais vous poser une petite question, madame, vous n'êtes pas juriste. Mais quand on dit qu'un sénateur, pour être suivi, il faut que ses immunités soient levées. Votre immunité a été levée. Non, l'immunité n'a pas été levée. Comment peut-on me poursuivre? Donc, il y a vous êtes en train de me dire qu'il y a probablement une sorte d'impunité dans le monde politique congolais si les sénateurs, les députés ou les anciens premiers ministres ne peuvent pas être poursuivis. Non, ce n'est pas une question d'impunité. La loi congolaise, la constitution congolaise stipule que lorsque telle personne est en fonction, il peut être poursuivi. C'est clair. Est-ce que vous pouvez nous dire, madame, lorsque le président Trump on introduit les processus au Congrès et le Congrès dit qu'on ne peut pas les poursuivre, vous pouvez dire que la loi américaine établit l'impunité des présidents américains? Non, la loi, c'est la loi. Voilà. C'est pas tout à fait comparable. On va passer aux autres questions parce qu'on en a énormément. La question sur l'enrôlement, le processus d'enrôlement, est-ce que pour vous, il est crédible? Non, le processus d'enrôlement est chaotique et il n'est pas crédible pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et on l'a dénoncé dans la communication conjointe. Vous savez, il y a des enfants des 16 ans, des 14 ans qui ont été enrôlés. Il y a des endroits où les machines n'ont pas été apportées pour enregistrer. Il y a des endroits où une machine enrôle 6 personnes par jour. Bref, c'est un processus chaotique. Alors, quelle est votre vision sur la situation dans l'Est du pays, qui est très préoccupante? Est-ce que la force régionale est efficace et est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que vous êtes en faveur de cette force régionale sur le terrain? Bon, écoutez, madame, cette force, on voit très bien qu'elle est inefficace, et ça c'est clair, parce qu'on juge l'efficacité d'une force par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Et l'objectif, c'est de mettre fin à la rébellion. Mais cette rébellion, elle existait, elle est toujours là. Alors, est-ce que vous êtes en faveur du dialogue avec le M23? On a entendu le président Tshisekedi et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, dire qu'il était hors de question de dialoguer avec le M23, avec des terroristes. La question, madame, n'est pas de savoir est-ce qu'on est en faveur ou contre les dialogues. Tout le problème, c'est de savoir d'abord quelle est l'origine de cette rébellion. Pour moi, il s'agit d'une agression rwandaise, larvée sous
un mouvement des rebelles congolais. Je pense qu'il faut d'abord savoir identifier le mal. Faut-il négocier avec un mouvement qui est en fait, on dirait, un paravent. En fait, il s'agit d'une agression rwandaise et donc je pense qu'il faut résoudre la question par. Alors, vous êtes candidat, on va essayer de se projeter dans l'avenir. Si vous êtes élu président de la République démocratique du Congo, que feriez-vous avec le Rwanda? Est-ce que vous maintiendrez les relations diplomatiques? Est-ce que vous les romprez? Écoutez, madame... Quelle sera votre action vis-à-vis du Rwanda? Écoutez, il faut savoir résoudre le problème, poser les diagnostics. Et je pense que cette question de savoir si on sera en relation diplomatique ou pas avec le Rwanda, je crois qu'elle est prématurée, parce qu'ici, il est plutôt question de résoudre le problème de l'agression rwandaise. Voilà. Alors, quelle est rapidement votre position sur la loi Chiani? On en parle beaucoup en ce moment. Bon, écoute, moi je pense que c'est une loi qui est inappropriée. Elle est inappropriée parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, le poursuite judiciaire contre M. Matata, c'est pour l'éviter d'être candidat. La loi Chiani, c'est pour éviter à Moïse Katumbi d'être candidat. Ce n'est pas... C'est même inacceptable, madame. Quelqu'un qui a été gouverneur une dizaine d'années, il était congolais. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle, il devient étranger. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça nous rappelle un peu l'ivoirité en Côte d'Ivoire avec l'exclusion d'Alassane Ouattara un temps, etc. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, ce genre de loi? Mais j'ai dit, madame, c'est une loi qui crée des divisions, parce qu'en réalité, moi-même, ici, on me traite de Rwandais, alors que mon père et ma mère sont connus. Moïse, il était congolais, et quand il était gouverneur, quelqu'un qui a fait toute sa vie au Congo, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas congolais? Votre réponse est claire. Merci beaucoup, Matata Ponyo, sénateur, ancien Premier ministre congolais. Merci beaucoup et candidat à la présidentielle 2024. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Merci beaucoup.